Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans FM Entretien. Le cousin général Ejidomboum est là pour recevoir aujourd'hui Patrice Tshisekedi, analyste politique. Avec lui, nous échangeons aujourd'hui sur le nouveau gouvernement Souminwa II qui a été publié récemment. La composition gouvernementale fait débat au sein de l'opinion publique. Que pense-t-il? Et surtout, que pense-t-il du profilage, c'est-à-dire du choix des ministres? Quels sont les critères qui ont conduit le chef de l'État à choisir son équipe? Et puis, qu'est-ce que nous devons attendre exactement de ce nouveau gouvernement? Toutes ces questions trouveront leur réponse au cours de cet entretien. Et je profite directement pour recevoir le hôte d'aujourd'hui, qui est M. Patrice Tshisekedi. Bonjour. Bonjour M. Egit, bonjour à nos téléspectateurs. Je dis merci à vous personnellement parce que vous nous avez invités dans votre émission. Je dis merci au président fondateur de cet espace et aussi à l'équipe technique qui va nous aider du début de cette émission jusqu'à la fin. Et pourquoi pas saluer ma femme et mes enfants là où ils sont pour le moment. En tout cas, je suis très heureux de vous recevoir sur mon plateau. Alors, comme je l'annonçais au début de l'émission, nous parlons du gouvernement Souminwa II. Avant d'entrer dans le vif du sujet, tout d'abord, quels sont vos sentiments par rapport à cette nouvelle composition gouvernementale? Les sentiments par rapport à cette composition, personnellement, je suis content. Parce que je suis congolais, parce qu'il y a des Congolais qui réfléchissent avant de discuter, soit avant de critiquer, il faut connaître pourquoi tu critiques. Il y a des gens qui critiquent parce qu'ils ont vu la tête de Monsieur Egit quelque part. Alors, juste la tête, on commence à critiquer. Alors, personnellement, le gouvernement qui était de 57 ministres, aujourd'hui, il y a 53 ministres. Ça veut dire qu'il y a 4 qui ont déjà parti. Et il y a diminution des 3. C'est-à-dire diminution des 3, c'est beaucoup. Vous dites que réduction du gouvernement, 4 seulement qui sont partis, M. Patrice. Vous pensez que c'est vraiment une réduction au sens propre du mot? Vous savez, M. Egit, reculer. Est-ce que c'est ce que nous attendions? La population attendait. Attends, la population attendait quoi? Vous savez, moi je suis un psychologue. Je suis un analyste d'emploi. Je suis un spécialiste dans ces domaines. Vu la taille de ceux qui nous entendent en République démocratique du Congo, vu notre rouage politique, vu notre rouage de la société civile, vu notre rouage de l'opposition, alors, avec tout ce qui se passe dans ces pays, liés, ne nous voyons pas des visages, M. Egit. Il y a plusieurs communautés, il y a plusieurs tribus. La politique est entrée dans les communautés, la politique est entrée dans les tribus. Et vous allez vous rendre compte que quand on nomme un ministre, soit quand on poursuit un ministre, soit quand on poursuit un homme politique, vous allez vous rendre compte, M. Egit, il y a cette fameuse phrase qui sort. Nous, ressortissants des. Tu vois? Alors quand un président de la République vient mettre en place un gouvernement, d'abord c'est un remaniement d'un gouvernement qui existe. Ça veut dire on observe, on regarde là où il y a des failles, parce que le président m'avait déjà annoncé ça dès que le gouvernement était entré en place. Il avait dit que non, l'année prochaine, on va voir ceux-là qui ont travaillé mieux, on va les reconduire, et ceux qui ont travaillé mal, on va les débarquer. Mais on constate quand même qu'il y a plus de 60% de reconduction. Peu d'entrées, peu de nouvelles figures qui sont entrées dans le nouveau gouvernement. Donc on estime que l'ancien gouvernement a bien travaillé. Mais pourquoi le remanier donc? Monsieur Egit, quand on parle de remaniement, vous allez voir qu'il y a des possibilités qui ont conduit ces remaniements. La première, le président de la République a fait appel à tout le monde. Nous sommes face à la guerre. Alors comme nous sommes agressés par un pays voisin avec les fugitifs là, du M23, AFC et tout consort, tel que les chefs l'appellent les patins, parce que vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui a occupé la première institution du pays, quelqu'un qui a occupé la CENI
est devenu rebelle un jour et accepté de tuer ses propres frères et sœurs. Vous avez des preuves. Mais vous avez, dernièrement, vous avez les résultats, soit les informations de l'ONU, des droits de l'homme. Combien de personnes? 319. Vous êtes avec moi, nous avons les informations. Mais est-ce que nous devons mettre ça à la tête de l'ancien président que vous citez aujourd'hui sur ce plateau? Moi, je n'ai pas parlé de citer l'ancien président sur ce plateau. Je parle, vous savez, prenons dans les contextes parce que vous l'avez soulevé. À l'époque, il est sénateur à vie. N'est-ce pas, non? Un sénateur, un député national, n'est-ce pas, non? Quand vous avez quelque chose à faire, vous venez au niveau de l'Assemblée, soit au niveau du Sénat, vous posez votre problème. Il y a des congés parlementaires, on vous donne des ordres de mission, vous partez. Alors, comment tu peux être un sénateur ou soit un député, tu veux aller à une mission dans une partie du pays qui est occupée sans toutefois avoir un mandat signé par le président du Sénat? Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors, c'est-à-dire, il est citoyen congolais, il est libre de circuler vous savez, dans son pays. Monsieur Égide, vous êtes citoyen congolais. Moi, je suis citoyen congolais. Mais il y a de ces citoyens congolais-là, avant de quitter l'espace, même quand vous arrivez à l'aéroport, on vous demande l'autorisation de sortir si vous êtes travailleur. Si vous êtes travailleur dans une entreprise, on vous demande, est-ce que ton entreprise connaît que vous quittez cette province pour une autre province? Donc, est-ce que tu es journaliste? Est-ce que tu peux trouver la mission, la lettre signée par le président du Sénat qui valide la mission de l'ex-président de la République du Congo dans la zone occupée? Donc pour vous, le péché de l'ancien président aujourd'hui, c'est d'être dans une partie occupée par les rebelles. Mais est-ce que vous êtes en mesure, vous le régime en place, êtes-vous en mesure d'assurer la sécurité et l'intégrité territoriale? Monsieur Égide, je veux vous amener quelque part. Ici, le méchant question, il y a son procès qui est en cours. Alors je préfère... Quel monsieur, est-ce que vous pouvez le citer? Je préfère rentrer dans ce que vous m'avez posé comme question en disant qu'est-ce qui est fait que le président puisse remanier ce gouvernement, parce que moi je vous ai dit, c'était à deux volets. Parce que le débat de la personne en question, cela ne me permet pas, parce que personnellement en tant que jeune, n'est-ce pas, en tant que jeune, j'ai étudié dans ce pays, j'ai terminé dans ce pays, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de parcourir l'espace de la République démocratique du Congo. Et quand je suis limité, vous pensez qu'en tant qu'un Congolais, je suis content de voir les autres mourir, violentés, tués. Hier, vous savez, il y a des jeunes garçons de plus ou moins 22 ans et 19 ans qu'on a tués à Goma. Il y a un pasteur qu'on a tué à Bukavu, à bout portant. Vous pensez que dans ces pays, même si vous n'avez pas un guerre, vous pouvez accepter la mort des innocents? Au profit de quoi? Qu'est-ce que ce pays-ci n'a pas donné aux gens? Est-ce qu'un jour, si nous rentrons en 1994, est-ce qu'on connaissait de telles personnes dans ces pays? Je veux bien que nous puissions revenir sur ce gouvernement. Nous parlons de la composition de ce nouveau gouvernement et vous vous êtes vanté ici que ce gouvernement a été remanié justement pour corriger les failles du passé. D'après vous, où est-ce que le premier gouvernement souminois a échoué? C'est là où je suis en train de vous dire. Il y a des événements qui ont fait que les gouvernements puissent être remaniés. Je vous en prie. La deuxième, c'est l'appel du chef de l'État. Le chef de l'État a fait appel à toutes les couches sociales de venir participer au gouvernement afin de faire face à l'ennemi. Mais ce gouvernement n'est même pas inclusif. Non, qu'est-ce que tu entends par l'inclusivité du gouvernement? Pour vous, l'inclusivité du gouvernement, il faut qu'il y ait un Rwandais dedans pour que vous parliez d'inclusivité. Est-ce que l'inclusivité du gouvernement, vous ne voyez pas la présence de société civile dans ces gouvernements? Mais j'hésite. Vous ne voyez pas la présence de l'opposition dans ces gouvernements? Qu'est-ce que vous vous attendez? Il y a réduction de 57 ministres à 4 ministres. Il y a fusion des ministères. La recherche... Et création de nouveaux ministères. Attends, je vais t'expliquer pourquoi on a créé. Moi, je vous ai dit, je suis face à votre plateau. Peut-être un jour, vous pouvez faire un plan. On supprime certains ministères, on fusionne certains ministères pour en créer d'autres. Mais il n'y a pas de problème. Je t'explique pourquoi on crée. Pourquoi on crée.
On arrive même à créer des ministères délégués, des vice-primatures, là où il n'en fallait même pas. Monsieur Égide, quand on crée la vice-primature, je peux le dire dans ce sens, la vice-primature, tout dépend de la personne qui doit occuper ces postes-là. Vous allez vous rendre compte que non, le ministère des Transports aujourd'hui est devenu vice-primature, n'est-ce pas, non? Pourquoi? Il y a des enjeux, monsieur Gide, il y a des enjeux politiques qui poussent les gestionnaires à arriver à réfléchir à ce stade. Vous savez, moi je ne peux pas condamner. Moi j'ai besoin que la paix règne. Je vous disais ici, il y a les innovations, la recherche scientifique et le ministère de l'ESI qui sont fusionnés. Vous trouvez pas ça, il y a l'avancement. Il y avait 57 ministres. Il y a 14 ministres qui ont quitté les gouvernements. Sur 57, vous prenez 14 qui ont quitté les gouvernements. Est-ce que vous ne trouvez pas ça utile? Il y a même le ministre des mines qui a quitté. Il y a le ministre des ressources hydrauliques qui est parti. Il y en a beaucoup qui ont quitté le ministère. Vous, les 14 là, on parle de remaniement. Le remaniement, tout dépend de ce que le visionnaire est en train de rechercher, à atteindre comme objectif. Vous voulez vous rendre compte qu'une semaine avant la sortie du gouvernement, il y a M. Martin Fayoul qui a dit « Moi, je ne participerai pas au gouvernement sans toutefois qu'il y ait les dialogues. » Ce qui veut dire que M. Fayoul a été contacté pour participer au gouvernement. Mais il n'a pas fait. Mais c'est son choix. Mais est-ce que M. Fayoul s'est posé la question des chronogrammes? Parce qu'il faut, avant de parler des choses, il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a un chronogramme qui a été arrêté à Doha pour arriver au dialogue. Le président Félix n'a pas refusé le dialogue. Le président Félix a reçu les prêtres. Il a conditionné, voici ce que moi je vous demande, pour que vous arriviez au dialogue, il faut que vous fusionnez ce que vous avez fait comme votre travail et le travail de l'église du Ravet du Congo. Et je vais me donner vraiment mon cabinet afin que vous vous mettiez ensemble pour que vous prépariez le dialogue. Et quand vous suivez les calendriers qui viennent de Doha, vous allez vous rendre compte que le dialogue peut intervenir entre novembre et décembre. Donc on peut s'attendre à un autre gouvernement après le dialogue. Mais tu connais, tu as bien posé la question, M. Égide. C'est ça, j'aime votre manière de réfléchir. Pour qu'est-ce qu'on cherche dans les dialogues? D'ailleurs, j'ai oublié de vous apporter un document. J'avais ça dans mes mains, j'étais en train de lire, qui date de 2001. Des procédures de dialogue, je vais vous dire, vous allez commencer, vous allez regretter beaucoup de choses. Et les cassettes que vous voyez aujourd'hui, qui parlent un peu de dialogue, les dialogues, les rencontres des hommes politiques, c'est le partage du gâteau. C'est le partage du pouvoir. Et ces pouvoirs-là, qui on verra toujours leurs propres intérêts, l'intérêt de leurs enfants, l'intérêt de leurs copines et consorts. Mais qu'est-ce que les peuples gagnent? Qu'est-ce que les peuples gagnent? Vous rejoignez donc ceux qui pensent que ce gouvernement Soumoulou II a été mis en place uniquement pour compenser certaines personnalités politiques. Monsieur Égide, quand vous... Parce qu'on devrait quand même attendre le dialogue pour regagner le gouvernement. Pourquoi le faire avant le dialogue? Monsieur Égide, ce n'est pas récompenser les hommes politiques. Le gouvernement, le pays est devant un grand défi. Le défi de la guerre. Et notre président a la stratégie que vous et moi et les autres n'arrivent pas à comprendre. C'est laquelle? Le président Félix ne veut pas les mains de sang. Nous ne manquons pas l'armée. Nous ne manquons pas l'armée. Si on n'avait pas l'armée, ces patins-là, ils ont dit que dans quelques jours, nous serons à Kisangani. Est-ce qu'ils vont arriver à Kisangani? Nous avons l'armée très forte. Mais le président a ses moyens, a ses méthodes, a ses techniques qu'il est en train de mettre en place afin que la guerre puisse être possible sur le chemin de la diplomatie. Ça, c'est ce que vous ne voyez pas. Et si le gouvernement est mis en place, c'est pour permettre qu'on arrive à atteindre l'objectif qui est d'abord qu'on en finisse avec la guerre. Alors, pour qu'on en finisse avec la guerre, mais il y a ceux qui étaient dehors, qui pouvaient aussi contribuer.
entre autres, vous avez vu, les hommes plus proches du peuple qu'on appelle la société civile, ils ont fait leur entrée dans le gouvernement. Qui sont ces mais le monsieur ici, qui Azul, c'est Azul, je ne sais pas, je ne maîtrise pas son nom. Il y a 3 caciques de la société civile qui ont fait entrer au gouvernement. Il y a monsieur Adolphe Moujit qui a fait son entrée dans le gouvernement. Et le reste, on a fait les remaniements. On a vu là où ça ne pouvait pas partir. On a maintenu ce qui pouvait continuer le travail. Afin qu'on arrive au résultat. Monsieur Gide, il faut dire merci au président de la République. Vous avez parlé d'un dossier. Attends, je vous explique. Vous avez parlé de la création du ministère. N'est-ce pas, non? Effectivement. On parle de l'économie numérique. L'économie numérique notamment. Et l'économie du climat. Ici, l'économie numérique, voici la mission. Parce que quand quelqu'un parle, il ne peut pas savoir pourquoi on a créé l'économie numérique. J'ai fait ça précipitamment quand je venais. J'ai dit non, je peux préparer quelque chose. Qu'est-ce qu'on entend par l'économie numérique? L'économie numérique, l'émission de l'économie numérique, qui est dirigée par M. Augustin Kibassa, a plus ou moins 4 missions. Lesquelles? La première mission, la mission générale, c'est de développer le numérique comme moteur de croissance des gouvernements et d'inclusion sociale. B. Politique sectorielle. Élaborer et suivre le plan national du numérique. 4. Services et usages. Digitaliser des services publics, promotion des applications, des start-ups et des contenus des locaux. 4. Attends, je t'explique. Cadre de réglementation, législation et réglementation sur la cybersécurité, la protection des données d'interopérationnalité et des transactions électroniques. J'arrive ici pour vous dire quelque chose. Vous voyez, il y a aujourd'hui les opérateurs économiques, n'est-ce pas, non? Qui vous payent des marchandises à Dubaï, en Chine, tu vois, aux États-Unis. Ce sont des grands importateurs. Quand vous arrivez ici, nous vont vous dire que non, j'ai payé cette caméra à $100. Les services des douanes, les services de l'économie qui s'occupent de la taxation. Et pour fixer les prix, il faut prendre toutes les charges incluses depuis l'achat jusqu'à l'acheminement de la marchandise, n'est-ce pas, non? Et puis on va fixer les prix, y compris toutes les charges. Alors, comme nous, le gouvernement, on ne connaît pas les prix à la source. L'importance de l'économie numérique, c'est quoi? Si notre système, si notre administration est numérisée, cela va permettre que dès que l'importateur nous apporte la marchandise ici dans ces pays, déjà notre système, l'industrie de l'économie numérique, connaît déjà à la base le prix de la marchandise afin de contraindre l'opérateur économique pour fixer un prix adaptable. Donc, M. Patrice, vous estimez que pour digitaliser le service public, il faut tout un ministère. Alors que nous avons la facture normalisée au niveau du ministère des Finances. Est-ce que nous avons eu besoin de tout un ministère pour le faire? Monsieur, merci pour cette question. Qu'est-ce que tu entends par la facture normalisée? Ne confondons pas les choses. Il y a les étapes. La facture normalisée est différente de fixer les prix. Parce que l'objectif du président Félix, vous tous vous réclamez le social. Mais pour que le social puisse être bien respecté, pour que tu arrives à payer cette chemise à un prix qui est adaptable pour éviter le surchargement du prix, il faut contrôler le prix de la source. Là où l'opérateur économique va payer, nous, les ministères de l'économie, doivent connaître déjà les prix à la base. La facture normalisée, tu vas voir qu'au niveau du ministère des Finances, ça marche de pair avec nos amis qui vont travailler à la DGI. Parce que la DGI va chercher comment prendre les impôts, l'IPR et tout comme ça. Il faut savoir que si vous allez voir cette mission qui est ici, pour ce ministère, ça vaut la peine d'exister. Ça vaut la peine, monsieur Égide. Alors, moi je préfère quelqu'un qui a besoin, un scientifique, un Congolais qui aime son pays, c'est celui qui a d'abord pensé dans ce sens-là, avant de critiquer, même moi aussi, quand le gouvernement est sorti,
J'ai commencé à faire mes recherches pour savoir pourquoi elle est restée, pourquoi elle a fait son entrée, pourquoi on a créé le ministère de l'économie numérique, pourquoi on a créé le ministère de l'économie des climats. Je n'ai pas touché l'économie des climats, mais je suis en train de faire mes recherches pour savoir pourquoi le président de la République a créé l'économie des climats. Or, aujourd'hui, en plein 20e siècle, tout le monde parle de réchauffement climatique. Or, la RDC possède l'espace vert qui peut permettre que le monde entier puisse se ressourcer en matière de climat. Alors, en tant que Congolais, je dois réfléchir, mais pourquoi le président de la République a mis en place l'économie des climats? N'est-ce pas qu'il faut qu'il y ait des innovations? Je veux bien que nous puissions aborder cette question du profilage, parce que vous avez insinué ça tout à l'heure, qu'il y a des ministres qui ont été reconduits et d'autres ministres qui ont été intégrés dans le nouveau gouvernement. Mais quels ont été les critères, selon vous, de choix de ces acteurs politiques pour qu'ils soient reconduits ou soient intégrés dans le gouvernement? Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Parlons d'abord de ceux qui ont été reconduits. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Citez-moi par exemple un nom de celui qui a été reconduit, qui n'a pas fait bien son travail. Vous êtes journaliste. Non, mais c'est vous l'analyste politique. C'est à moi les questions. C'est à vous les questionnaires. Parce que quand vous me disiez, c'est lui qui est reconnu. Parce que je vous ai dit, il y a 14 ministères, 14 ministres qui ont débarqué du gouvernement en 2001. Il y a des permutations. Effectivement. Dans ces permutations, il y a celui qui était au budget, qui a pris l'industrie. Tu vois? Il y a celui qui était à l'industrie, qui a pris les mines. Celui qui était à l'environnement, qui est parti aux affaires sociales. Celui du portefeuille qui a pris l'aménagement du territoire. Mais celui des transports qui a été maintenu malgré... Attends, je t'explique. Malgré les embouteillages récurrents dans la ville de Kinshasa, malgré les conditions de circulation difficiles à travers le pays. Merci beaucoup. Tu as touché celui du transport. Et tu as touché les embouteillages. Les embouteillages dans ces... Prenons seulement ce cas-là. Je prends ce cas-là. Je vais vous expliquer. Je ne suis pas son porte-parole, mais je suis un Congolais. Je suis un analyste politique. J'aime mon pays. Je vous en prie. Quand tu fais du bien, je te loue. Quand tu fais du mal, je te condamne. Parce que nous, je me rappelle, les jours à traiter avec vous sur nous, qu'est-ce que nous allons léguer à notre population. On prend le ministère du transport. Vous avez soulevé les points de l'embouteillage. Pour résoudre les problèmes de l'embouteillage, ce n'est pas seulement le ministère du transport. Ah bon? Attends. Il y a le ministère des infrastructures, n'est-ce pas, non? Qui doit faire son travail. Parce que la ville-province de Kinshasa, c'est une ville qui a beaucoup reçu. Il y a plusieurs populations. La manière dont cette ville a été conçue, depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, le plan d'urbanisation n'est pas ce qui a été prévu pour ce que nous vivons aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que pour que nous arrivions à éviter les embouteillages, il faut qu'il y ait le ministre d'urbanisation. Il faut qu'il y ait le ministre des Affaires frontières qui doit entrer en jeu. Il faut qu'il y ait le ministre... Il y en a eu, bien sûr. Attends, je vous explique. Quand Mme Akasha Bandobo, attends, je vous explique. Quand Mme Akasha Bandobo, au ministère des Affaires frontières, a mis une loi ici pour dire qu'il interdit la vente de morcellement de moins de 300 mètres carrés. Est-ce que c'est ça le loi qui manque? Il n'y a pas de loi qui manque, des lois existent, mais l'applicabilité. Dans cette applicabilité, peut-être aujourd'hui les gens acquiescent le ministère des Transports. Le ministère des Transports n'a pas de problème. Il faut d'abord savoir quelles sont les routes favorables. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, prenez même depuis 2000. Depuis 2000 jusqu'en 2018. Quand le président de la République est devenu, a accédé à la magistrature suprême. Dites-moi une route conçue qui est restée depuis le gouvernement passé 2018 qui peut avoir une durée de vie de 30 ans. Ça n'a pas. On ne nous a pas légué ça. Et aujourd'hui, le président de la République est venu, tout est à refaire, M. Gide. Mais il n'y a pas que le secteur des transports. Mais non, il y a aussi le secteur du commerce, de l'économie. Mais c'est avec la flambée des prix. La hausse du taux. M. Gide, il faut saluer l'effort de M. Daniel, du professeur Moukoko Samba. Le professeur Daniel Moukoko Samba a fait maîtriser les choses sur le terrain. Attends, je vous prends l'exemple. Aujourd'hui, que la vie continue. Non, la vie n'est pas chère. C'est toi qui ne circule pas. C'est toi qui ne circule pas.
mon cher Égide, écoutez, il y a le prix du carburant. Ça fait maintenant plus ou moins une année que le prix du carburant est stable. Depuis que M. Moukoko Samba, que je salue en passant, est devenu vice-premier ministre, ministre de l'économie, qui est le président de l'ECOFIN, regarde la stabilité du monnaie. Est-ce que le dollar a encore haussé les prix sur le marché? Il y a stabilité, tout ça qui ne va pas. M. Moukoko Samba a fait descendre les inspecteurs sur le terrain pour faire tout pour qu'il y ait la stabilité des prix. D'ailleurs, récemment, vous avez suivi les communiqués qu'il a signés pour permettre aux inspecteurs de descendre sur les grands espaces, dans les supermarchés, afin de vérifier les prix. Entre ces côtés-là, il y a beaucoup à faire. Comment est-ce que la population peut ressentir cela? Attends, monsieur Jésus. Parce que tout cela va avoir un impact sur la société, je vous en prie. Permettez-moi, vous savez, quand il y a des avancées, il faut les louer, il faut les acclamer. Parce qu'on ne fera pas... Les avancées ne doivent pas rester en théorie dans les bureaux publics. La population doit ressentir cela. Les avancées, ce n'est pas théorique, les avancées sont pratiques. N'est-ce pas que ça fait plus ou moins une année depuis que le gouvernement soumis est mis en place. Du mois, le dollar était à combien? Aujourd'hui, le dollar est à combien? N'est-ce pas, il y a stabilité? Les litres de carburant est de combien? N'est-ce pas 2900? Est-ce qu'il y a variation? La stabilité de l'électricité, est-ce que vous ne les constatez pas? Quand il y a eu des choses, quand il y a des avancées, est-ce que M. Gide, quand vous rentrez dans la ville de province de Kinshasa, regardez les tronçons Birmanie, n'est-ce pas s'il va travailler? Allez à Kassavubu, ici à Limité, n'est-ce pas qu'il n'y a pas de routes qui sont bétonnées? On ne fera pas. La construction d'un pays, ce n'est pas la main qui va tomber au ciel. Mais ça doit prendre du temps. Et c'est de ce temps-là que le président, un pays en guerre, mais il y a des avancées. Partout dans les provinces. Il faut louer au moins les efforts du gouvernement, M. Jésus. Je vous en prie. Monsieur Patrice, il y a cette question que je voudrais vous poser. Je voulais déjà poser ici, mais vous avez échappé à cette question. J'aimerais que vous puissiez nous dire où est-ce que le gouvernement Souminois 1 a échoué. Merci. Et où est-ce que nous devons vraiment régler les vices. Le gouvernement Souminois 1, si vous parlez en termes d'échouer, il faut estimer le pourcentage de cet échec. C'est là où on peut bien discuter. Parce qu'on peut parler de l'échec, mais c'est pendant qu'il y a quelque chose. Prendre quelque chose de 0 à D, c'est déjà des avancées. De D à 100, c'est des avancées. Ce qui veut dire que ceux-là qui ont quitté le gouvernement, ils n'ont pas totalement échoué, mais ils ont fait quelque chose. Ils ont quitté le gouvernement parce que peut-être le chef a constaté que leur apport avec les enjeux d'avenir, ça ne permet pas que ces gens restent. Vous voudrez me dire que non, Constant Moutamba n'est pas un bon ministre, mais il a été débarqué. Mais c'est un bon jeune, il a bien travaillé. Mais il y a des choses qui vont arriver, il doit assumer et gérer ça. C'est l'exemple que je vais te dire. Il est là, il est débarqué, il est en justice, mais cela ne signifie pas que Constant Moutamba a échoué. Il a mis de l'ordre dans les centres de la justice. Il a fait la pression. Peut-être sa présence au gouvernement a fait que même ceux-là qui pouvaient détourner ne puissent pas détourner. Parce qu'il a été débarqué du gouvernement, qu'on dirait qu'il a échoué. Mais il n'a pas échoué. Ça veut dire qu'au moins, chaque membre du gouvernement a apporté son apport. Prenons les jeunes qui étaient au ministère des ressources hydrauliques. Et son nom c'est qui? Luamba. N'est-ce pas que j'ai travaillé? Il a maîtrisé le secteur. Quand même il parlait, vous sentez même qu'il y a la compétence. Il y a des personnes qu'on a débarquées aujourd'hui, mais peut-être des mecs que le gouvernement peut faire encore appel à eux. C'est-à-dire que chacun a fait son travail. Nous saluons ceux-là qui viennent d'entrer dans le gouvernement, qu'ils travaillent pour l'intérêt de la population, pas pour les... Nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. Monsieur Patrice, qu'est-ce que nous pouvons attendre concrètement de ce gouvernement? Ce que nous pouvons attendre de ce gouvernement, la première des choses, moi je demande deux choses. La première, il faut que ce gouvernement nous aide à finaliser les dossiers de l'Est de la République démocratique du Congo, qui est la paix totale, que la guerre finisse. Qu'on puisse prendre des processus de Doha, tel qu'on a dit, on commence par installer une justice des cours et tribunaux, des justices transitionnelles,
permettre de répertorier les militaires qui sont au fond, prendre ceux-là qui sont éligibles pour intégrer l'armée et ceux qui peuvent intégrer dans la vie sociale et pacifier l'Est de la République démocratique du Congo, nous permettre, nous autres, aller faire nos affaires à l'Est, à Bukavu, à Goma, parce que nous aimons marcher, visiter notre pays, ça sera une réussite. Deuxième des choses, permettre de réunir d'abord, peut-être parce que ce ne sera pas, ce sera beaucoup, parce que c'est ce que moi je demande. Si le président de la République peut pousser son gouvernement à nous permettre de relier d'abord les routes les routes des provinces. Ça veut dire une route qui quitte. À partir de Kinshasa, nous arrivons à Chikapa. Chikapa, nous sommes à Kananga. Kananga, nous sommes à Mbujimai. Mbujimai, nous sommes à Bunadjitu. Mori, nous sommes à Sankuru. Sankuru, nous sommes à Luebo. Luebo, nous sommes à... Dans 2 ans, tout ça peut se faire. J'ai estimé que c'est faisable dans 2 ans. Dans 2 ans et demi, pratiquement. Dans 2 ans, ça peut se faire. Comment? Dans 2 ans, ça peut se faire comment? Si nous avons des entreprises réelles et chaque entreprise, on l'attribue ces quelques kilomètres carrés à réaliser dans 3 mois, vous allez vous rendre compte qu'on aura 50 sociétés et dans 2 ans, on peut finir. Mais où est-on avec le PDL 145? Mais le PDL 145 territoires évolue. N'est-ce pas que le PDL 145 territoires, son objectif était quoi? La construction des écoles et des hôpitaux. Vous et moi, nous n'avons pas vu des écoles construites. Vous et moi, vous n'avez pas vu des hôpitaux construits. Alors, en quelque sorte, ça évolue. Cette fois-ci, je demande que les infrastructures routières, parce que les infrastructures routières feront qu'il y ait maintenant la transaction entre province et une autre. Il y a par exemple les habitants de Dekese. À Dekese là-bas, il y a le riz qui pourrit dans la brousse. Il y a la viande boucanée qui pourrit en brousse, vers quitte là-bas. Mais aussi nous avons des routes, on ne pouvait pas exporter le riz du Japon. Alors, monsieur... Nous avons des routes, on pouvait exporter le riz de Dekese vers Kananga, de Kananga vers Kinshasa. On pouvait prendre ceux qui sont à Kisangani, acheminer ici. Le Congo nous offre déjà beaucoup, mais si nous avons des infrastructures routières, ça va nous aider. Merci, la troisième des choses pour terminer que je peux demander, c'est créer les opportunités d'affaires dans d'autres provinces, entre autres. Aujourd'hui, il y a Exode, parce que parmi les chevals de bataille de ma vision, je vous avais déjà dit la fois passée, moi, Patrice Tshisekedi, je combats l'exode, je combats les déplacements, mais pour combattre l'exode, pour combattre les déplacements d'une province à une autre, il faut créer les opportunités d'affaires dans d'autres provinces et cela va permettre la stabilité des jeunes qui évoluent dans leur province afin de faire développer. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien pratiquement, monsieur Patrice, mais une dernière question avant de conclure directement. Certains voient dans le chef de l'État une tentative de vouloir glisser en repoussant le dialogue. Qu'est-ce que vous répondez en 30 secondes? Je réponds, je te regarde dans les yeux. Regardez plutôt la caméra. Non, c'est toi qui m'as posé la question. La caméra, ce n'est qu'un instant. Regardez plutôt les téléspectateurs qui sont derrière cette caméra. Qui sont derrière cette caméra, et je vais vous dire ceci. Par rapport à cette question, depuis que le président de la République est devenu président dans ce pays, et depuis 1960 jusqu'à présent, de tous les présidents qui ont passé, nous n'avons pas un président comme le président Félix Tshisekedi. Si nous, la population de la République démocratique du Congo, on permet qu'à cet homme de continuer son mandat jusqu'à l'arrivée du Seigneur, ça ferait quoi? Donc pour vous, vous soutenez le glissement? Je ne parle pas de glissement. C'est nous les peuples qui choisissons. S'il ne finit pas tout ce qu'il a à faire, on peut lui accorder de glisser. Selon vous? Non, écoutez, le terme glissement, c'est purement politique. Il y a glissement et accordé. Merci. Glissement, c'est quand l'individu pense à lui-même, mais accordé, c'est quand la population pense que cet homme ici est utile pour les pays. Nous, la population, moi, Patrice Tshisekedi, ne regarde pas mon nom. Moi, je suis congolais.
Peut-être quand tu vas regarder à mon nom, tu vas juger ma réponse par rapport à ces noms. Moi, je donne ma réponse en tant que Congolais. Si président Félix Antoine peut rester encore à ses postes, parce qu'aujourd'hui nous voyons la vision éclairée qui peut permettre qu'encore dans 10 ans, le Congo peut ressembler comme l'Allemagne de l'Afrique. Moi, Tshisekedi, je l'accorde. Merci beaucoup, Patrice Tshisekedi, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau d'entretien. Merci. Et merci à vous tous, aimables téléspectateurs, de nous avoir suivis aujourd'hui dans FM Entretien. Nous avons parlé de ce nouveau gouvernement et vous avez suivi notre invité, la manière dont il a décrypté ce sujet d'actualité, et vous avez eu ce que vous avez souhaité, j'espère bien. Alors, cette émission est terminée. Je remercie tous ceux qui étaient derrière la baie vitrée, Privali Wambela, ainsi que ceux qui ont assuré la prise de vue de cette émission, et Torres Atibou et les autres. Et je vous remercie, aimables téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec de nouveaux invités et de nouveaux sujets. Au revoir.